Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Laurent Huguely. Bonjour Laurent. Bonjour Myriam, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous reçois dans mon émission et que vous me répondez depuis vos hautes montagnes, si on peut dire, puisque vous êtes en ce moment, vous me disiez, dans le Jura. Je suis dans le Jura côté suisse, effectivement, c'est la région dont je suis originaire. Voilà, donc je vous ai invité pour que vous nous présentiez votre dernier livre, Amour, force et lumière. Et il s'agit du tome 1, L'Aigle Royal. Et alors c'est un très beau livre, en tout cas avec une belle couverture, des magnifiques couleurs. Et on voit un superbe aigle royal. Et donc ce livre, c'est pour nous parler du chamanisme. D'ailleurs, le sous-titre, c'est le chamanisme expliqué par les esprits. Donc, Exactement. oui. Donc c'est un beau voyage que vous allez nous inviter à faire à travers ce livre. Et on va en parler un petit peu plus en fin d'émission. Et voilà, donc je vais laisser aux auditeurs imaginer un voyage initiatique à travers les mondes, avec pour guide et enseignant l'aigle royal, la Vierge des anges, l'esprit du tabac et leurs invités surprises. Donc ça nous met en bouche. Exactement. Et il y a pas mal d'invités surprises, hein. Ah, Donc l'idée, c'est vraiment qu'à chaque page, on soit dans la découverte. Et c'est un livre que j'ai écrit comme un long voyage chamanique avec à chaque page, voilà, des choses inattendues pour surprendre la lectrice ou le lecteur. oui, et donc chez Mama Édition, bien oui, parce qu'on connaît bien les auteurs de Mama Édition et effectivement avec notamment voilà, le directeur de la collection d'édition qui lui aussi écrit beaucoup de livres à inspiration de chamanisme. Donc on reconnaît bien la famille. Exactement. Et Oui. c'est avec Tigrane, ça fait bien longtemps qu'on travaille ensemble et qu'il est mon éditeur. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Ah oui, en effet. Alors justement, on va parler de votre parcours. Donc Laurent Huguely, vous êtes body shaman et maître de méditation. Donc body shaman, vous allez nous expliquer tout à l'heure un peu plus en Bien sûr. détail. Et vous êtes né en Suisse et vous avez été formé aux traditions de différentes cultures, comme aux techniques modernes développées en Occident. Vous êtes passionné de nature et vous avez fondé l'Outre-Monde, un centre de pratique et de formation alliant souffle et tambour. Exactement. Oui. Et l'Outre-Monde qui fêtera ses 20 ans d'activité en 2026. Donc l'année prochaine, c'est les 20 ans de l'Outre-Monde. Ah oui, effectivement. Donc vous allez peut-être, on va revenir dessus un peu plus tard. J'aimerais maintenant plutôt qu'on parle de vous. Laurent Huguely, donc vous êtes body shaman. Qu'est-ce que c'est qu'un body shaman? Alors un body shaman, c'est un terme que j'ai inventé dans un de mes livres précédents, Fusion. Alors parce que je suis sur deux voies spirituelles en même temps, voilà, que je fais s'harmoniser depuis des années. Et ces deux voies, ce sont le chamanisme et le bouddhisme. Ah, Et en fait, deux voies qui peuvent sembler très différentes et même historiquement qui ont été très, je dirais même en conflit, voilà, dans certaines régions du monde. Et en fait, ce concept de body shaman, c'est une manière de réconcilier d'un côté le bouddhisme avec body. Donc body shaman, c'est un jeu de mots sur bodhisattva. Les bodhisattvas dans le bouddhisme, ce sont des êtres qui, en quelque sorte, renoncent à l'éveil pour rester en contact avec les personnes qui ont besoin d'aide, quoi. Donc les bodhisattvas, ce sont des personnes qui sont dans le don de soi et dans la guérison et dans l'enseignement également. Et j'avais fait une contraction. Je trouvais que c'était sympa de dire body shaman. Et ça m'a permis aussi d'un petit peu comment dire, voilà, d'illustrer concrètement à travers ce personnage du body shaman le fait qu'on peut être à la fois chaman et bouddhiste, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et plus le temps passe, plus je trouve que ça fait sens parce qu'on est à une période de l'histoire de l'humanité où je pense que ces deux traditions, particulièrement le chamanisme pour son retour à la nature, voilà, très ancestral, et le bouddhisme qui est très subtil et qui est très très profond en fait, voilà, dans la compréhension de la spiritualité, eh bien ces deux voies, elles sont faites pour fusionner. Voilà pourquoi body shaman. oui.
Et on comprend mieux effectivement. Et alors je précise pour les auditeurs que ce n'est pas body, B-O-D-Y comme le corps en anglais, mais bien Voilà, c'est body, ça. B-O-D-H-I. Voilà, Voilà. Et Bodhi en pali, qui est la langue que parlait le Bouddha il y a 2500 ans, ça signifie la lumière, hein, ça signifie l'éveil. Oui. Donc Bodhi, c'est ce qui a donné Bouddha, hein. Bodhi, c'est un terme qui signifie le réveil ou l'éveil ou la lumière qui se lève le matin, etc. Ah oui. Donc, oui, c'est pas, mais c'est intéressant en même temps ce que vous dites, Myriam, parce qu'on pourrait l'écrire avec un Y aussi, ce serait encore une autre tradition, Oui. la tradition chamanique plus ancrée dans le corps, et c'est aussi quelque chose qui me parle parce que je suis assez actif physiquement, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'activités à l'extérieur. On pourrait mettre body avec un Y aussi. Je vais y penser pour un prochain livre. Ah oui. Alors, vous êtes aussi maître de méditation. Du coup, c'est la méditation du bouddhisme que vous enseignez. Exactement. Et en particulier le bouddhisme historique, le bouddhisme Theravada, qui est pas très connu, qui est moins connu que les traditions tibétaines ou japonaises comme le bouddhisme zen, etc., qui sont quand même assez présentes, voilà, dans notre connaissance du bouddhisme en Occident. Et le bouddhisme historique, qui est plus ancien, qui est en fait le bouddhisme originel, il est beaucoup plus discret et beaucoup plus, comment dire, il est moins visible et c'est dans cette tradition-là que j'enseigne la méditation. Et la technique la plus connue, voilà, peut-être la plus célèbre de cette tradition, c'est Vipassana. On entend souvent parler de Vipassana. Eh bien, Vipassana, c'est une technique qui est particulièrement liée au bouddhisme historique également. D'accord. Eh ben, donc ça fait beaucoup de cordes à votre arc. Et donc, dans ce bouddhisme que vous pratiquez, vous dites que vous suivez cette école spirituelle. Donc, vous avez aussi vous-même un maître, un enseignant qui vous guide? Alors, j'avais, mais il est décédé. Et depuis, j'ai un petit peu pris mon indépendance. C'est-à-dire que je me suis un petit peu distancié de ma lignée aussi bouddhiste. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire les choses dans les règles de l'art, et il y a des moments où on a envie de plus de liberté. Et en ce moment, je suis un petit peu un électron libre, mais voilà. Et même chose dans le chamanisme. En fait, j'ai eu des enseignants qui étaient vraiment de la vieille école, si je puis dire. Je dis ça positivement, hein, parce que je suis très vieille école moi aussi, et Oui, je le dis à plusieurs moments dans le livre Amour, Force et Lumière, que je suis vraiment pour, en tout cas dans ces traditions-là, que la vieille école, c'est la meilleure école. oui, Et étant donné que mon enseignant bouddhiste est décédé, mes enseignants en chamanisme sont également décédés parce que c'était des personnes qui avaient un certain âge, quoi. Je me suis retrouvé un petit peu orphelin ces dernières années. Et je me suis dit que j'allais quand même continuer à enseigner sans forcément me plier à une lignée ou sans forcément se ressentir le besoin de me raccrocher à quelque chose voilà, de très traditionnel, quoi. oui. Donc, bien ancré dans la tradition, finalement, vous avez les deux pieds. Vous avez grandi intérieurement, nourri de cette tradition. Aujourd'hui, voilà, vous continuez votre route. Absolument, oui, oui, c'est vraiment ma vie, hein. C'est pas un à côté. Comme je le disais, le Loutre-Monde aura 20 ans, et à cette époque, il y a de ça 20 ans, en 2006, 19 ans pour être exact, mais 20 ans l'année prochaine. À l'époque, je travaillais comme journaliste, enfin j'étais rédacteur, traducteur pour le plus grand groupe de médias en Suisse. Voilà, le groupe de la télévision et de la radio en fait. Et quand j'ai commencé à vraiment, voilà, à professionnaliser, on va dire, ma pratique chamanique et à faire des soins et à devenir guérisseur, bah, petit à petit, je me suis éloigné en fait de mon métier. Et pour finir, j'ai complètement lâché mon ancienne vie. Et là, ça fait 20 ans que je suis vraiment complètement à 100% impliqué dans ces deux voies que sont le bouddhisme et le chamanisme. Donc c'est vraiment, toute ma vie gravite autour de ça, hein. Ah oui. Ah oui, effectivement, intéressant parcours. Donc, vous étiez bien dans le milieu du journalisme et aujourd'hui, ben, vous êtes plus complètement tourné vers l'écriture et vers la transmission, si j'ai bien compris. Exactement. Et le fait d'avoir côtoyé le milieu professionnel des médias, et notamment la radio, hein, j'ai travaillé pour la radio suisse romande, qui est la grande radio nationale. C'est un peu comme France Inter en France, si vous voulez. Oui, oui, Et en fait, ça m'a vraiment toujours beaucoup plu parce que je trouve que la radio, c'est un média qui est très noble
parce que c'est la voix, en fait, parce que c'est le son, quoi. Et je suis très attaché à cette idée de transmission par la voix ou de transmission par le son. On n'a pas forcément besoin de l'image. La voix, c'est quelque chose de très beau. Rien qu'hier soir, j'étais en déplacement. Voilà, c'est souvent quand je suis sur la route que j'écoute la radio. Et j'adore vraiment écouter la radio, même après toutes ces années. Ah oui. Ah ben là, Voilà, je suis toujours attaché à ce média en particulier. La radio, je trouve que c'est un très beau média, hein, vraiment. Ah ben merci, je vous rejoins totalement. Ben oui. Oui. Eh bien, justement, comme nous sommes en radio, Laurent, ben, je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer la suite de votre parcours et de vos aventures. À tout de suite. Merci Myriam. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Laurent Huguely. Donc Laurent Huguely, auteur du livre Amour, force et lumière, un livre qui nous parle du chamanisme, le chamanisme expliqué par les esprits. Il s'agit du tome 1, l'aigle royal. Et tout à l'heure, on va quand même un peu plus se plonger dans cet univers magique et fascinant. Mais j'aimerais quand même avant en savoir un peu plus sur votre parcours, Laurent. Vous nous disiez que vous étiez journaliste dans une ancienne vie et très impliqué à la télé, à la radio, donc en Suisse. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que, il y a à peu près 20 ans, donc vous nous avez dit que vous avez fondé cette école, ce centre L'Outre-Monde, un centre de pratique et de formation qui allie souffle, tambour. Puis vous êtes aussi maître de méditation, donc vous avez fait plein de choses autour du bouddhisme et autour du chamanisme depuis ces 20 ans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que ça a été une épreuve ou est-ce que c'est un lent mûrissement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous tourniez soudain vers votre monde intérieur? Alors, c'est un mélange de long mûrissement et d'épreuves. En ce moment, avec les années, je commence à comprendre le long mûrissement, ce qui est une bonne chose. Mais il y a eu une série d'épreuves, oui, bien sûr, hein. Avant de travailler dans les médias, quand j'avais une vingtaine d'années, et que j'étais à la sortie de mes études, j'ai beaucoup voyagé, j'étais très attiré par l'Inde. Et j'ai fait aussi une formation de prof de yoga dans un monastère. J'étais vraiment complètement dans l'Inde, quoi, c'est-à-dire les traditions indiennes. Et j'ai aussi étudié les religions de l'Inde à l'époque où j'étais à l'université, etc. Et je suis parti en voyage 1 an en Inde. C'était en 2002-2003. Et j'ai eu un accident en Inde. Voilà, je me suis fait mordre par un singe. C'était le 1er janvier 2003. C'est une date facile à retenir. C'était le premier jour de l'année. Et en fait, j'étais à Varanasi. Je me suis fait mordre par un macaque et ne sachant pas si ce macaque, jusqu'au sang, hein, donc j'ai fini à l'hôpital, aux urgences, etc., etc. Ah oui. Et ne sachant pas si ce singe avait la rage, j'ai dû en fait rentrer d'urgence en Suisse. Et cette espèce de rupture voilà, j'étais vraiment dans mon univers indien, dans mes projets aussi par rapport à l'Inde. Et le fait de devoir rentrer, ça a complètement bouleversé ma vie en fait, quoi. Voilà, j'ai dû revenir en Occident, j'ai dû me réinsérer, j'ai dû retrouver du travail. J'ai été aussi suivi par des médecins à l'époque parce que la rage, c'est une maladie qu'on ne peut pas dépister en fait, hein. Donc soit on meurt, soit on meurt pas, en gros. Donc j'avais un petit peu cette épée de Damoclès sur la tête pendant plusieurs années, ça a duré. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup chamboulé, voilà, cette morsure et cet accident. Et en fait, c'est le chamanisme, voilà, qui m'a fait renaître en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme je l'explique dans Amour, force et lumière, au début du livre, je raconte un petit peu mon parcours. Et voilà, j'ai un petit peu ayant perdu mes illusions par rapport au yoga, par rapport à l'Inde, parce que ma santé s'était beaucoup dégradée aussi suite à mon retour. Voilà, j'ai vraiment vécu une période assez difficile. Eh bien, c'est en allant battre du tambour, c'est en allant me reconnecter à cette sagesse ancestrale qu'est le chamanisme que j'ai retrouvé en fait mon énergie, que j'ai retrouvé mon goût à la vie. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me former. Voilà, au lieu de partir en Inde, j'ai commencé à faire quelques voyages en Amérique latine. Je suis allé plusieurs fois au Mexique, où je suis allé dans des villages, voilà, rencontrer des chamans. Et petit à petit, je me suis formé. Voilà. Alors, je me suis formé à la fois en Occident, dans des écoles entre guillemets
moderne. Et je me suis également formé sur place là-bas. C'est vraiment le chamanisme traditionnel, le chamanisme du terroir. Et en parallèle, j'étais tout le temps, j'étais quand même encore employé par la radio suisse romande. Et oui. Je faisais encore mon travail de rédacteur, c'était un peu un à côté et ça a pris de plus en plus de place et pour finir tellement de place que j'ai tout lâché, voilà, du jour au lendemain pour créer justement l'Outre-Monde et annoncer autour de moi que j'allais devenir guérisseur et qu'en fait tout ce que j'avais appris au contact de ces chamans et également en me formant en Europe, ben j'allais maintenant le mettre en pratique, quoi. Donc il y a eu cet événement de la morsure de singe en Inde et ensuite il y a eu quelques années un petit peu de transition assez difficile avec voilà assez je dirais où je me posais beaucoup de questions avec des dilemmes par rapport à ma vie, mais c'est vraiment le retour du chamanisme voilà qui le retour de l'aigle, hein, comme je dis dans le livre, qui m'a en quelque sorte sauvé, quoi, qui m'a en quelque sorte guéri. Et je me suis dit que si ça a fonctionné pour moi, bah, ça doit aussi fonctionner pour les autres, quoi. Donc c'est là aussi que la vocation de guérisseur a commencé à vraiment apparaître clairement dans ma vie, quoi. Ah oui. Oui, puis c'est quand même surprenant. On s'attend pas à ce genre d'épreuve. Une morsure de singe, c'est quand même pas On, anodin. on Euh, s'y attend pas et je crois que outre l'aspect, comment dire, on va dire médical, parce que j'ai dû subir un traitement contre la rage préventif, ça a été extrêmement difficile. Il y a vraiment l'aspect psychologique, c'est-à-dire on pense être sur son chemin, on pense être vraiment, je pensais être à ma juste place en Inde. Et en fait, l'accident, c'est comme une intervention un petit peu, c'est comme une grâce, mais une grâce masquée derrière quelque chose de douloureux qui nous tombe dessus et voilà, qui nous fait vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire et qui nous fait changer d'orientation. ouais, c'est Après, ça. j'ai toujours gardé quand même ma pratique du yoga. Voilà, je l'ai enseigné aussi pendant quelques années le yoga, mais c'est vrai que voilà, ça a vraiment ramené le chamanisme, qui est un petit peu l'ancêtre aussi de toutes ces traditions. Ça l'a ramené dans ma vie très clairement, très nettement. Oui. Oui, puis j'allais dire aussi, puis c'est un animal quand même qui est venu vous appeler. Oui, bah ouais, mais ça c'est l'humour. J'appelle ça l'humour spirituel. Hein, c'est l'humour de la vie. Il y a de l'humour. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que il y a un aspect très animal dans le chamanisme. Voilà, c'est beaucoup des animaux qui sont nos alliés, qui sont nos enseignants aussi. Et le fait que ce soit un singe. Et en plus, pour l'anecdote ou pour la synchronicité, je me suis fait mordre sur Hanuman Ghat. Donc c'est le quai. Donc à Varanasi, il y a le Gange et en fait il y a des quais, des escaliers qui descendent dans la rivière, quoi, enfin dans le fleuve. Et je me suis fait mordre sur le quai de Hanuman Ghat. Et en fait, Hanuman, c'est le dieu singe. Donc, je me suis fait mordre par un singe sur le quai du dieu singe. Et rien que ça, je trouve ça assez poétique, même si sur le moment, c'était assez douloureux. Quand j'y repense, je me dis oui, en fait, il y avait plein de synchronicités qui étaient très claires. Hein. Ah oui. Ouais, ben c'est une sacrée épreuve et puis mais c'est de toute façon comme dans toute épreuve, c'est beau de voir que ben, on en fait quelque chose finalement de positif dans sa vie quoi. On s'en sert, on reçoit un message ou alors on s'accable et on devient une victime. Exactement. Et c'est souvent d'ailleurs dans ces périodes qu'on apprend le plus de choses. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme un enseignement en accéléré sur le sens de la vie, sur aussi le sens de la souffrance, aussi sur le fait qu'on a aussi des choix à faire dans la vie et que parfois on se plante, hein, tout simplement. Parfois on se trompe de chemin pour diverses raisons. Et la vie, dans sa grande sagesse, a toujours son petit style, hein, son pur style, comme j'aime dire, pour nous ramener sur notre chemin. Quoi. Et si vraiment on s'éloigne, bah, ce sera plus ou moins compliqué ou plus ou moins douloureux à vivre, mais a posteriori, quand on repense voilà, à la période douloureuse qu'on peut vivre, on se rend compte qu'il y a toujours un sens très profond, quoi. Et c'est aussi une manière comment dire, de se donner de l'espoir. Hein. Moi, je suis une personne je médite beaucoup sur la notion d'espoir, c'est-à-dire sur le fait que il y a toujours des possibilités et il y a toujours quand même voilà des forces qui sont là dans l'invisible pour en fait nous permettre de sortir de ces périodes difficiles qu'on peut vivre, que ce soit une maladie, que ce soit un deuil, que ce soit un accident, que ce soit il y a toujours une issue quoi. Et il faut pas l'oublier, hein, c'est important de pas l'oublier. Et puis comme vous l'avez dit, des fois ça prend du temps. On peut mettre plusieurs années aussi à percevoir que les choses avaient un sens profond pour notre vie. C'est ça. Et moi, je suis assez un adepte de la maturation lente.
c'est un de mes mantras que je répète plusieurs fois dans le livre, dans Amour, force et lumière, c'est lentement mais sûrement. Alors c'est très suisse, hein. Oui, c'est vrai. C'est lent, ouais, c'est ça. C'est lent, mais dans la lenteur, on a le temps de digérer, on a le temps de comprendre aussi, on a le temps de, voilà. Donc moi, il m'a fallu à peu près 3 ans suite à cette morsure de singe. Il m'a fallu à peu près 3 ans, je dirais, pour sortir vraiment de la période, un petit peu de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période difficile de confusion et de mal-être et de vraiment de questionnement sur pourquoi cet accident, quoi. Je me suis vraiment très longtemps posé la question. Un petit peu avec le poing levé comme ça vers le ciel, mais pourquoi cet accident alors que j'étais vraiment dans une optique, on va dire positive. Voilà, j'étais en train de devenir un yogi, j'étais en Inde, tout se passait plus ou moins bien, et je me suis vraiment très longtemps demandé, mais en fait, c'est quoi le sens de tout ça? Et 20 ans plus tard, maintenant je comprends quoi, c'est très clair, et je suis plein de gratitude. Pour finir, voilà, pour en fait terminer ce processus de transition dans une vie. Pour finir, on en arrive à la reconnaissance ou à la gratitude, c'est-à-dire je suis plein vraiment de remerciements, même pour le singe qui m'a mordu. Ah oui. Je pense souvent à ce singe et je me dis, mais c'était quand même un sacré lascar, hein, voilà, de m'avoir si bien ramené sur mon chemin, en fait, hein. Ah oui. Eh ben, c'est une belle leçon de sagesse, hein, pour nous tous. Et comme quoi, dans toutes les épreuves, même celles qui nous paraissent le plus injustes, alors qu'on se croit, comme vous dites, on a bien dans le bon chemin, dans le droit chemin, même si je devrais dire. Et puis non, quelque chose vient nous dire, eh ben, non, tu as peut-être autre chose à explorer. Mais c'est une belle leçon. C'est ça, et je pense que c'est important, et ça c'est aussi un des apports vraiment du chamanisme, de jamais oublier qu'on n'est jamais seul, quoi. Voilà, c'est-à-dire que même si dans notre vie humaine, dans notre vie, on va dire, incarnée dans la matière, on a parfois l'impression que c'est le grand vide autour de nous, parce que moi, cette morsure de singe, elle a aussi eu des implications sur ma vie sociale et tout. J'étais devenu un petit peu un paria parce que voilà, j'étais pas censé être de retour en Occident. J'avais beaucoup de difficultés à revenir, aussi dans la culture occidentale, comme beaucoup de personnes qui partent très longtemps, ou qui partent. L'Inde est un pays spécial par rapport à ça. Oui. Et de jamais oublier ouais, c'est ça. Et de jamais oublier qu'on est toujours accompagné dans l'invisible aussi, hein. C'est très, très important. Oui. Eh ben, merci, merci Laurent. Je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer à parler de votre quête de sagesse et de votre dernier livre, Amour, force et lumière. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Laurent Huguely. Donc Laurent Huguely, auteur du livre Amour, force et lumière, et qui est aussi un body chaman, spécialiste du chamanisme et également un maître de méditation. Alors Laurent, on va maintenant plonger dans votre livre puisque vous m'expliquiez que c'est un livre finalement largement autobiographique et qui raconte votre voyage, votre parcours initiatique. Alors, Exactement. oui, Surtout la première partie du livre, en fait, parce que je trouvais intéressant, c'est le sous-titre, hein, le chamanisme expliqué par les esprits. C'est-à-dire que je me suis dit que pour une fois, étant donné qu'il y a énormément de livres sur le chamanisme, et c'est toujours expliqué du point de vue des êtres humains, évidemment, quoi. Je me suis dit, ce serait bien que ce soit en fait, parce qu'il n'y a pas de chamanisme sans esprit, hein. Un chaman ou une chamane, la définition, c'est que c'est une personne qui travaille avec des esprits, quoi. Voilà, dans la guérison, dans la divination, etc. Et j'ai trouvé intéressant d'inverser pour une fois, voilà, la perspective et de se dire, faisons en sorte que ce soit pour une fois les esprits qui nous expliquent ce que c'est que le chamanisme. Et la première partie du livre, juste la première partie du livre est assez autobiographique parce que c'est en fait mon l'aigle royal qui est mon animal de pouvoir dans le chamanisme voilà, c'était que ma je question. pratique, il y raconte en fait comment nous nous sommes rencontrés justement à cette période de la morsure de singe et comment il m'a fait revenir à la vie en fait. Donc c'est l'aigle lui-même qui raconte de son point de vue Oui, comment il va repêcher en fait les êtres humains qui vont pas très bien et comment il en fait des personnes spirituelles en gros, quoi. ah Donc je oui. trouvais que c'était intéressant d'avoir le point de vue des esprits Oui, sur ces c'est choses-là. intéressant et original. On change de perspective, effectivement, et on se plonge. Alors moi, justement, j'allais vous demander, donc l'aigle royal, votre animal de pouvoir, on pourrait dire animal totem aussi, ou c'est complètement autre chose?
Alors on peut, alors ça s'est confondu avec l'usage, surtout ces dernières années où il y a beaucoup de livres sur le chamanisme qui ont été publiés. Mais néanmoins il y a quand même une différence. En fait, l'utilisation du mot animal totem est très inspirée des traditions amérindiennes et à la base un totem c'est quelque chose de plutôt collectif. C'est-à-dire que le totem c'est le gardien de la tribu ou de la lignée familiale. Donc c'est pas forcément quelque chose d'individuel. Oui, Et en fait, c'était un anthropologue qui s'appelait Michael Harner, que j'ai connu et avec qui j'ai travaillé, qui en fait a créé ce concept de l'animal de pouvoir pour dire qu'en fait, on a des totems, voilà, mais on a aussi des esprits qui sont individuels, c'est-à-dire l'aigle royal, c'est mon aigle à moi, c'est-à-dire c'est juste un aigle, c'est pas juste l'aigle avec un A majuscule qui représente tous les aigles, c'est vraiment un esprit ou un animal invisible qui est là pour vous, en fait, quoi. Et l'animal de pouvoir, il est plus individuel alors que le totem est plus collectif. Mais ceci dit, ça s'est mélangé ensuite à l'usage et pour moi, on peut utiliser les deux termes, il n'y a aucun problème. oui. Oui, donc pour donner un petit aperçu de lecture à travers les yeux de l'aigle, on pourrait dire, hein, eh bien, je lis, je me permets de lire un petit extrait. Éternellement. Oui, je me souviendrai éternellement du jour de l'été 2006, au cours duquel le petit Laurent s'est enfin décidé à venir me retrouver dans le monde d'en bas, après plusieurs années passées dans un état de décrépitude proche du mot de zombie. J'insiste sur cet enfin, car ce retour au spirituel est valable pour tout être humain, et plus particulièrement pour vous qui lisez ces lignes et êtes attiré par, ou êtes déjà plongé dans, la pratique. Qu'attendez-vous? Oui, qu'attendez-vous pour venir nous retrouver et enfin vous reconnecter à vos alliés? Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais lire tout le livre. C'est marrant parce que je suis très ému à vous entendre lire ce début de livre parce que c'est vraiment, je me souviens très bien du début du travail d'écriture d'Amour, Force et Lumière et de cette première partie de l'aigle qui dit que éternellement il se souviendra de notre rencontre parce qu'en gros c'est son job quoi. Voilà, c'est son job d'animal de pouvoir de venir me repêcher voilà dans cette existence matérielle dans laquelle on est où il y a de la souffrance, où il y a de la joie, etc. Et j'aime bien ce début en fait et de vous l'entendre lire, je trouve ça vraiment très sympa, hein. Ah oui, mais oui, parce que c'est vrai que mais ça va donner envie déjà aux auditeurs de le découvrir. Et puis, c'est tellement original de découvrir à travers la perspective de cet animal de pouvoir. C'est vraiment une très bonne idée. Donc, dans le C'est chapitre 2, ça. vous l'avez appelé une sainte rage. Et là, vous allez parler, votre aigle va vous décrire comme un petit humain de faiblesse qui a été récupéré voilà, tout en bas dans les tréfonds des méandres. Où l'âme s'égare, Exactement. et on va parler de la morsure du singe. Effectivement, là, vous... Exactement. Parce que c'est vraiment le point de départ, voilà, symboliquement de. Alors, j'avais déjà une vie spirituelle avant cette histoire de morsure de singe, voilà. Mais ça a été vraiment le point, je dirais, le central quand même hein, de tout le parcours. Et c'est pour ça que l'aigle revient là-dessus, parce que ben, c'est vraiment cette morsure qui a précipité mon retour au chamanisme et le fait que 3 ans exactement après la morsure, donc 2003 la morsure, 2006 je retrouve mon aigle et 2006 je crée l'Outre-Monde directement dans la foulée en me disant voilà c'est parti là on va en faire quelque chose de tout ça. Ah oui. Ah ouais, c'est incroyable quand même ce voyage, hein. Vous avez... Et Oui? Et le livre est vraiment entièrement écrit par l'aigle, hein. C'est 50 chapitres et c'est l'aigle qui parle. Voilà. Et moi, ça m'a fait du bien de laisser l'aigle parler. Pour une fois, je me suis mis un peu de côté, quoi. Et vraiment, il y a eu beaucoup de joie dans l'écriture de ce livre parce que enfin, ben, comme enfin, c'est un mot qui revient souvent. Enfin, avec le point d'exclamation, c'est une espèce de petite expression. Enfin, ben voilà, enfin, les esprits s'expriment eux-mêmes, hein. Ah oui. Oui, j'imagine que ça vous a aussi appris de vous mettre à sa place. Enfin, c'est un vrai voyage, en fait, hein. C'est carrément inverser les rôles. Je trouve ça vraiment... et qui ça équilibre aussi quelque part aussi votre relation avec lui. Je pense, oui, 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 c'est un peu un aboutissement de cette relation de 20 ans maintenant, quoi.
Et de tous les livres que j'ai écrits, ce livre-là, il y a vraiment une teneur particulière parce que je l'ai écrit avec beaucoup de, je sais pas comment dire, il y avait un élan, voilà, particulier, voilà, dû à la présence de l'aigle, parce que l'aigle sait très bien ce qu'il a à dire, voilà, son enseignement est très très clair, voilà, très structuré. Et moi, je vis dans cette clarté, dans cette structure à travers lui, ben, depuis toutes ces années. Voilà. Également quand j'enseigne le chamanisme, voilà, dans des cercles, etc. Et le fait de le mettre sur le papier, ça a été assez, ça a été plutôt facile en fait, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui a maturé pendant une vingtaine d'années. Ah oui, Donc, eh oui. au moment d'écrire, c'est sorti comme ça. Voilà. C'est le fruit de 20 ans. Et puis j'allais dire, il est sur votre épaule, comme le titre d'un de vos chapitres. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est le titre d'un chapitre. Ouais. Ouais. C'est la marque de reconnaissance dans ce chapitre. Dans ce chapitre, l'aigle m'explique que la fameuse question que se posent beaucoup de personnes qui apprennent à pratiquer le voyage chamanique, c'est est-ce que c'est mon imaginaire, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est réel? Ouais. Et en fait, mon aigle m'a donné un signe. En fait, quand il pose son aile sur mon épaule, c'est que c'est réel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'imaginaire, on n'est plus dans la rêverie, on est vraiment dans le chamanisme, quoi. Voilà. Ah oui. Ah oui, il doit y avoir des sacrées questions. Ouais, on est intrigué. Moi, j'aurais envie de vous demander, si on a quelques minutes aussi, comment vous avez découvert, ça s'est passé à quel moment que vous avez su que c'était l'aigle royal, votre animal de pouvoir? C'était en une seule fois ou est-ce que ça a maturé aussi? Alors, c'était en une seule fois. C'est-à-dire que justement, après ces 3 ans de maturation, voilà, de difficultés suite à la morsure de singe, je me suis retrouvé chez moi. À l'époque, justement, je travaillais dans les médias. J'étais dans un appartement miteux, comme je le dis dans le livre, en pleine ville, voilà. Et un beau jour, je me suis dit, je vais un petit peu regarder, mais j'avais des livres sur le chamanisme qui prenaient la poussière. Depuis quelques années, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu regarder ça, et je suis tombé sur justement le grand classique de Michael Harner, l'anthropologue, La Voix du chaman. Et dedans, il donne un exercice en fait pour apprendre le voyage chamanique. Et tout bêtement, je me suis attelé à pratiquer cet exercice. Et très rapidement, j'étais chez moi en train de me préparer. J'ai senti la présence de l'aigle. Et ce que j'explique dans le livre, il y a une synchronicité assez incroyable, c'est que vraiment à la seconde où j'ai compris que c'était un rapace, il y a un milan noir qui est passé devant ma fenêtre. Euh, Alors que je vivais en pleine ville et que j'étais sur l'artère principale de la ville avec des embouteillages, avec vraiment dans un milieu totalement urbain, et il y a ce Milan noir qui est passé juste devant moi, à peut-être quelques mètres de ma fenêtre, et là je me suis dit ok, bon c'est un rapace, et ensuite l'aigle est venu naturellement. Donc à partir de ce jour-là, mon aigle m'a plus lâché, hein. Ah oui. Ouais, et c'est pour ça que vous dites on n'est jamais seul. Exactement. Ah oui. Littéralement, on n'est jamais seul, hein, vraiment. Alors justement, Laurent, vous parlez de l'anthropologue Michael Harner et vous avez préfacé des ouvrages, hein, justement, Oui, de cet anthropologue. Je voulais revenir un peu sur votre parcours d'auteur. Vous avez écrit d'autres livres. Vous avez coécrit en 2010 Le chaman et le psy avec le docteur Olivier Chambon, toujours aux éditions Mama Édition. En 2012, vous avez aussi écrit Les 8 circuits de conscience. Voilà, pour... exactement. Ouais. Alors, c'est un livre effectivement qui parle de chamanisme et qui place le chamanisme dans un modèle global de la conscience humaine avec différents niveaux de conscience. Voilà. Donc, il y a le corps, il y a l'émotionnel, il y a le mental, il y a le social, etc. Il y a l'énergétique, il y a la méditation. Enfin, il y a comme, voilà, il y a ces 8 circuits de conscience. C'était un terme qui avait été mis au point par un psychologue américain qui s'appelait Timothy Leary. Et dans toutes ces strates de conscience, il y a une strate qui est la strate chamanique, quoi. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'en Occident, on a beaucoup développé les autres strates, c'est-à-dire intellectuelles, etc. Mais la strate chamanique, le circuit de conscience chamanique, il est moins développé que les autres. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que le chamanisme connaît un tel engouement en ce moment, parce il y a un manque, en fait, quoi. Oui, c'est vrai. En Mm. 2019, vous avez aussi publié Mère, l'enseignement de la forêt amazonienne. Et donc là, vous avez été invité, non pas par votre aigle, mais par la mère forêt, à être sa plume.
Vous avez retranscrit les Exactement. paroles, les visions, les anecdotes de ce que ce grand esprit vous a demandé d'exprimer. Vous aviez alors fait un séjour chamanique au Pérou. Exactement. Et Mère, c'est un livre bien épais, voilà, qui est idéal pour les longues soirées d'hiver. Ah oui. Et c'est un peu le livre qui m'a aussi propulsé en tant qu'auteur, parce que c'est le livre qui a eu le plus de succès de tous les livres que j'ai écrits, parce que il a été publié en 2019 à une période où on entendait beaucoup parler de la forêt amazonienne et des feux de forêt. Il y avait également l'Australie qui était en feu en 2019 pendant l'été. Et le livre est justement sorti à ce moment-là. Et c'est un livre qui a un message très profond aussi sur le respect de la planète Terre et le respect de la nature, et également du point de vue de la forêt. Voilà, comme Amour, Force et Lumière, c'est du point de vue de l'aigle royal, maintenant Mère, c'est du point de vue de la forêt. C'est elle qui nous explique ce qu'elle attend de l'humanité, en fait. Ah oui, ouais. En 2021, vous avez également écrit Fusion, bouddhisme et chamanisme, un cœur à cœur spirituel. Et là, on touche à ce que vous nous avez partagé en début d'émission, votre intention de réconcilier profondément ces deux voix qui font partie de vous. Voilà. Exactement. Ouais, Et c'est puis, ça. et Là, puis c'est vraiment le retour du bouddhisme dans le chamanisme et le retour du chamanisme dans le bouddhisme. Voilà, avec des explications aussi historiques et aussi voilà une analyse un petit peu approfondie de ce qu'est le bouddhisme par rapport au chamanisme. voilà. Et votre dernier, juste avant ce dernier livre, vous avez aussi écrit en 2022 Les mains dans la terre et la tête dans les étoiles. Donc là, vous avez plutôt écrit un peu comme on dirait ce que faisait Pierre Rabhi, c'est-à-dire retourner à la terre, à la Absolument. permaculture. Oui, Voilà. oui, parce que j'adore le jardinage et je viens d'une famille d'agriculteurs à la base, quoi, du côté de mon père. Et je suis vraiment passionné de jardinage, y compris le jardinage d'ornement, de permaculture, tout ça. Et c'est un petit peu un livre qui sort de ma lignée de livres, parce que je me suis fait plaisir en écrivant un livre qui parle de jardinage et qui parle de permaculture, avec toujours des ponts spirituels pour expliquer en fait quel est le sens de tout ça, mais d'un point de vue spirituel. Avec des petits conseils de jardinage aussi. Ah oui, ah ouais. Vous touchez un peu à tous les domaines et c'est vrai que voilà, si vous voulez en savoir plus sur Laurent Aiguely, vous pourrez le retrouver sur son site www.outremonde.org. Et puis bien sûr, Exactement. voilà, vous découvrir votre dernier livre, Amour, Force et Lumière. Merci Laurent. Merci à vous, Myriam. C'est avec grand bonheur qu'on a passé ces quelques instants ensemble. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, j'espère que les auditeurs auront envie, en tout cas, de découvrir votre univers. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous!